Alors, on se retrouve maintenant que vous avez fait votre travail de préparation. Donc, ça, c'est votre fiche. Je vais la mettre en plein écran. Donc, vous avez regardé tout à l'heure la vidéo qui n'est pas encore faite, donc qui n'est pas incrustée, mais que vous avez sur votre feuille de travail. Et travail de préparation, extrait 3 et 4. Les questions. On va reprendre dans cette première vidéo que vous êtes en train de regarder et que je suis en train de faire. Donc elle n'est pas encore incrustée ici, mais elle apparaîtra là. Mais si vous la regardez, c'est que vous l'avez trouvée de toute façon. On va commencer par l'extrait 3. On va reprendre ensemble le texte que je vais expliquer, corriger les questions à l'oral et la synthèse du cours. Vous avez ici les extraits en texte si besoin et vous avez le cours ici. Mais vous verrez après avoir fait les deux vidéos. Donc, on reprend ensemble ce que vous aviez à faire avec la lecture du texte et les questions qui vont avec de préparation. Je vous avais donné 2, 3, 4 et 7. On ne va pas les corriger dans l'ordre parce que je vais prendre dans l'ordre du texte. C'est-à-dire qu'on va corriger en premier la 4. Quel est le seul obstacle qui pourrait empêcher Lancelot de rejoindre Guenièvre? Puis, pourquoi Lancelot ne sent-il pas la douleur de ses blessures? Quel autre épisode de l'histoire cela vous rappelle-t-il? Aux lignes 42-43, et il y a une erreur, c'est pas 42-43, c'est les lignes... Je vais le corriger ça ensuite dans votre fiche pour que ça ne vous pose pas de problème. C'est les lignes 47-48. Montrer que l'amour devient un personnage à part entière. Et ensuite, on ira voir la 7 avec cette rubrique que vous aviez à lire. Voilà, on va reprendre dans l'ordre du texte qu'on va lire ensemble. Petite parenthèse pour vous rappeler qu'il ne faut pas trop se fier aux illustrations, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui se posent la question. Ce n'est pas un portrait de Guenièvre, hein. Vous voyez que c'est une peinture qui date du début du XXe siècle. Il n'y a aucune référence à Guenièvre. C'est l'éditeur qui a choisi cette illustration-là. C'est vrai qu'elle peut s'y apparenter, mais ça n'est pas un portrait de Guenièvre. Donc, entre l'extrait précédent où il était sur le pont de l'épée et celui-ci où il va rencontrer Guenièvre, il a surmonté plusieurs épreuves, il a réussi à localiser la reine et le château dans lequel elle était retenue prisonnière, enfin elle est toujours retenue prisonnière, et ils ont pu se parler et se fixer un rendez-vous la nuit pour pouvoir se parler. Celui-ci, donc Lancelot, s'approche de la chambre où elle est enfermée. Quand Lancelot vit la reine incliner sa tête à la fenêtre, armée de gros barreaux de fer, il l'honora d'un salut très tendre, qu'elle lui rendit aussitôt, car tous les deux étaient sous l'empire du désir, lui d'elle et elle de lui. Ici, on a la confirmation que donc c'est un amour réciproque. On se posait la question avant, on n'en avait aucune idée, et d'ailleurs Lancelot non plus, puisqu'il n'avait pas encore pu lui parler, mais là, on a confirmation qu'elle est elle aussi tombée amoureuse de lui. Il n'y eut entre eux ni de vilaines paroles, ni d'ennuyeux débats. Ils se rapprochèrent le plus possible l'un de l'autre, et tous deux purent alors se tenir par la main. Qu'il leur fût impossible de se rejoindre leur était insupportable, et ils maudissaient les barreaux. Mais Lancelot se fit fort, si cela convenait à la reine, d'entrer chez elle. Ce ne sont pas les barreaux qui l'arrêteraient. La reine lui répondit. Ne voyez-vous pas que ces barreaux sont trop rigides pour être pliés et trop solides pour être brisés? Et vous aurez beau les agripper, les tirer vers vous, les secouer, vous ne pourrez pas les arracher. Madame, dit-il, ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas qu'un barreau de fer puisse être de quelque importance. Aucun obstacle, sauf venant de vous, ne peut m'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Si vous m'en octroyez la permission, la voie est libre. Si au contraire cela ne vous est pas tout à fait agréable, il y a là un obstacle insurmontable que rien ne me fera franchir. Donc là, on reprend la question 4. Quel est le seul obstacle qui pourrait empêcher Lancelot de rejoindre Guenièvre? On vient de lire la réponse. Le seul obstacle insurmontable pour lui, puisqu'on a vu qu'il en avait déjà surmonté plusieurs et encore on n'a pas tout lu, ce serait que la reine ne soit pas amoureuse de lui et n'ait pas envie de le voir. Ça, c'est quelque chose qu'il ne forcera pas. On le voit à plusieurs reprises. Aucun obstacle, sauf venant de vous, ne peut m'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Donc là, déjà, il le sous-entend. Et
il va lui demander expressément la permission. Si vous m'en octroyez la permission, la voie est libre. Si au contraire cela ne vous est pas tout à fait agréable, alors il y a là un obstacle insurmontable que rien ne me fera franchir. Ça, c'est une illustration de ce qu'on appelle l'amour courtois, qui fait partie aussi des prérogatives, c'est-à-dire de tout ce que doit respecter le chevalier dans le code d'honneur chevaleresque. On parle très souvent du courage, de la bravoure, d'être un bon combattant, de savoir se battre, etc. Mais il y a aussi tout cet aspect-là, de l'honnêteté, de la loyauté, de la courtoisie, du respect, le fait de s'engager à défendre les plus faibles, etc. Tout ça, c'est aussi important. On avait vu dans la chanson de geste qu'on n'en parlait pas du tout, puisque la chanson de geste est là uniquement pour raconter les exploits guerriers des chevaliers. En revanche, dans le roman de chevalerie, je vous l'ai déjà dit, mais ça se confirme, on va avoir toute la vie des chevaliers et tous les aspects du code chevaleresque. Dans cet extrait-là, on voit beaucoup la courtoisie à l'égard de la femme qu'il aime. La courtoisie, c'est-à-dire, c'est de là que vient aussi l'expression « faire la cour », comme à la cour du roi, c'est-à-dire séduire, mais avec respect, honneur. On en parle beaucoup, en fait, ce qu'il lui demande, c'est ni plus ni moins que son consentement, c'est-à-dire est-ce qu'elle est d'accord pour qu'il se rapproche d'elle. On en parle beaucoup de nouveau ces dernières années, mais on voit bien que c'est pas du tout nouveau comme notion, et heureusement. Mais cette époque médiévale qu'on caricature souvent comme étant très violente et barbare, ce qui à certains égards peut être vrai, on voit que ça se cantonne pas à ça, c'est pas que de la violence et de la barbarie, au contraire, il y a beaucoup de loyauté, de respect, y compris en amour, et les chevaliers se doivent d'être respectueux envers la femme qu'ils aiment, qu'ils vont appeler leur dame. On en a donc une illustration ici. On continue le texte. Certainement, dit-elle, je le veux bien, ce n'est pas ma volonté qui vous retiendra. Mais il vous faut attendre que je sois couchée dans mon lit pour éviter qu'il ne vous arrive malheur à cause du bruit. Ce ne serait ni amusant ni drôle si le sénéchal qui dort ici était réveillé par quelque bruit venant de nous. Donc le sénéchal, on vous dit que c'est un officier d'intendance. C'est effectivement quelqu'un qui est aussi au service du seigneur, non pas comme le chevalier pour défendre les terres et pour se battre, mais plus pour gérer le royaume, les finances notamment, mais pas seulement. Il est au service du roi dans son château, et là notamment, ce que lui a demandé le roi Badmagu, le roi du pays de Gore, c'est de surveiller la reine Guenièvre pendant la nuit. Donc il a un lit, on va le voir après, il a un lit dans la chambre royale et il surveille la reine. Nouvel obstacle, puisqu'effectivement il va donner l'alerte s'il se rend compte que Lancelot s'adresse, et là déjà, s'adresse à Guenièvre, et pire encore, qu'il rentre. Aussi est-il raisonnable que je m'en aille, car il n'aurait pas bonne impression s'il me voyait ici debout. Madame, dit-il, il est donc temps de partir, mais n'ayez crainte, je ne ferai pas de bruit. Je pense extraire les barreaux en douceur, sans avoir trop d'efforts, et sans réveiller personne. Alors la reine s'éloigne et lui se prépare, prenant ses dispositions pour venir à bout de la fenêtre. Il saisit les barreaux, les secoue, les tire si bien qu'il les fait plier et les arrache de leur scellement. Mais le fer était si coupant qu'il se fit une entaille à la première phalange du petit doigt jusqu'au nerf, et qu'il se trancha complètement la première articulation du doigt voisin. Là, on retrouve le goût quand même du Moyen-Âge pour les détails sanglants. Donc on voit que c'est pas une petite blessure qu'il se fait, et pourtant, mais ni des gouttes de sang qui en tombent, ni d'aucune blessure, il n'a conscience, car il a une toute autre préoccupation. Là, on reprend, c'est comme dans l'extrait précédent, quand il est sur le pont de l'épée, il se blesse de tous les côtés et gravement, mais il ne sent rien, car c'est l'amour qu'il porte, il fait ça pour rejoindre Guenièvre, donc il est prêt à tout surmonter. C'est comme si l'amour lui mettait un baume sur ses blessures et qu'elles soient absolument pas douloureuses. On a ici le même principe. Il se blesse gravement, mais comme s'il ne se rendait pas compte, tellement il est porté par son amour pour Guenièvre. Donc ça, c'est la réponse à la question 2.
Au fur et à mesure, on va pas noter hein, les réponses telles quelles à chaque question. Donc si vous avez des petites choses à rajouter à ce que vous avez noté au crayon de papier, vous le faites, vous mettez pause, vous rajoutez ce qui manque, et on reprendra une synthèse après pour le cours. La fenêtre est loin d'être basse, et pourtant Lancelot y passe très rapidement et lestement. Il trouve que, donc le fameux sénéchal justement, endormi dans son lit, puis il arrive au lit de la reine. Il reste en adoration, en s'inclinant devant elle, car c'est le corps saint auquel il croit le plus. Là, on a un vocabulaire particulier. Hein. En adoration, s'inclinant devant elle, un corps saint, c'est un vocabulaire religieux. On voit que pour le chevalier, le respect envers la femme qu'il aime est aussi grand qu'envers Dieu. C'est une sorte de dévotion. Hein. C'est un terme effectivement qui est ici tout à fait approprié, qui est plutôt un terme religieux, mais là, l'adoration est telle que on peut aussi parler de dévotion. Dans le code d'honneur chevaleresque, l'amour courtois est au même niveau que la religion, et c'est pas peu dire, hein, on sait l'importance de la religion au Moyen-Âge. Alors la reine lui tend les bras, les passe autour de lui, et puis le serre étroitement sur sa poitrine. Ainsi, elle l'a attiré dans son lit, lui réservant le meilleur accueil qu'elle puisse jamais lui faire. Car cet amour est son cœur qui lui dicte sa conduite. C'est inspiré par amour qu'elle lui fait fête. On retrouve ici l'amour avec une majuscule qui est personnifiée. Ça, c'est la réponse à la question 3. Donc, ce que je vous disais, c'est pas les bonnes lignes. Hein. Et effectivement, comme l'amour qui portait Lancelot, ici on voit que c'est l'amour qui dicte à Guenièvre sa conduite. Hein, elle va attirer contre elle Lancelot, ils vont consommer cet amour, et justement on va noter l'importance de l'amour qui est comme un dieu. Avec il y a une petite interruption, mais ça va être momentané. Vous avez ici l'amour qui dicte sa conduite à Guenièvre. Et on va insister, un chrétien de Troyes va vraiment insister, si elle éprouve pour lui un grand amour, lui éprouve pour elle un amour 100 000 fois plus grand, car amour n'a rien fait avec tous les autres cœurs en comparaison de ce qu'il a fait avec le sien. Dans son cœur, amour a repris force, si exclusivement que dans les autres cœurs, on n'en voit qu'une pauvre image. Alors je vais faire une pause et je vais mettre du coup une troisième vidéo parce que on m'appelle